Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Guillaume Becker et nous allons être ensemble pendant 1 heure pour aborder une autre facette particulièrement importante de la pharmacologie, qui est la pharmacocinétique. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop essorés après 2 heures de pharmacodynamie. Ce cours est d'autant plus important qu'en fait, vous n'aurez pas forcément l'occasion de l'aborder sous cet angle-là dans la suite de votre cursus. Or, il est important de maîtriser l'action des médicaments et des principes actifs sur leur cible thérapeutique, mais encore faut-il que ces principes actifs puissent être distribués jusqu'à cette cible thérapeutique. Et c'est cette partie de la pharmacologie que décrit de façon qualitative et quantitative la pharmacocinétique, qui est donc l'étude de l'interaction entre l'organisme et le médicament. On dit des fois que la pharmacocinétique étudie l'effet de l'organisme sur le médicament, tandis que la pharmacodynamie s'intéresse davantage à l'effet du médicament sur l'organisme et sur la cible thérapeutique. Alors pourquoi cette pharmacocinétique est-elle si importante ? Eh bien parce qu'en fonction des caractéristiques pharmacocinétiques d'un médicament, on va pouvoir définir la fréquence de son administration. Ça va impacter donc la posologie. Ça va nous informer sur la façon dont ce médicament va être absorbé dans l'organisme. C'est des notions sur lesquelles on va revenir. Sur la façon dont ce médicament sera distribué, métabolisé et éliminé. Et nous avons donc là les 4 grands processus qui sont décrits dans la pharmacocinétique: absorption, distribution, métabolisme et élimination. Dans ce cours, nous allons, sauf si je vous donne l'information contraire, prendre l'exemple de l'administration par voie orale. Pourquoi l'administration par voie orale ? Eh bien, d'une part, parce que c'est la voie d'administration la plus fréquente, vous le savez, et puis parce que c'est aussi l'une des situations les plus complexes en termes de pharmacocinétique. Donc, dans ce cours, nous allons nous attacher à décrire l'absorption d'un médicament, qui est l'étape qui débute au moment où le principe actif est libéré dans le tube digestif, jusqu'au moment où le principe actif se retrouve dans le sang artériel. Nous allons ensuite nous attacher à décrire la distribution du principe actif vers les tissus qui contiennent la cible thérapeutique, bien entendu, mais pas uniquement. Il peut y avoir distribution dans des tissus qui auront des rôles de stockage, par exemple. Une fois dans le sang artériel, ce principe actif pourra être métabolisé par le foie et il pourra être éliminé. Les 2 principales voies d'élimination d'un médicament sont l'excrétion hépatobiliaire sous forme de principe actif ou sous forme de métabolite et l'élimination par voie rénale dans les urines. Lorsqu'on s'intéresse à la pharmacocinétique, on utilise généralement ce type de courbe que j'introduis tout de suite, qui est l'évolution des concentrations du médicament en fonction du temps. Alors vous avez ici un exemple de courbe d'évolution des concentrations en fonction du temps d'un médicament administré par voie orale. Ce qu'on appelle la Cmax, c'est la concentration plasmatique maximale du médicament, et le Tmax, le temps auquel survient ce pic de concentration, donc ce Cmax. La phase
ascendante de la courbe correspond essentiellement à la phase d'absorption du médicament. Les concentrations plasmatiques augmentent puisque le médicament est progressivement absorbé. Et puis, ce médicament, il est distribué et éliminé, et donc les concentrations plasmatiques diminuent. Il y a une autre information importante qu'on peut retenir sur cette courbe, c'est son intégrale. L'intégration de cette courbe, ce qu'on appelle l'aire sous la courbe, ou AUC. Des fois, vous verrez AUC, des fois ASC, qui peut être un indicateur de l'imprégnation d'un patient à un principe actif et qui peut permettre éventuellement d'ajuster le traitement. Donc, dans le cadre de ce cours, il a été scindé en 4 grandes étapes schématiques. L'ADME, absorption, donc qui va du site d'administration jusqu'à la distribution du médicament dans le sang artériel, la distribution du médicament du sang vers les tissus, son métabolisme et l'élimination du médicament. À chacune de ces grandes étapes, notamment l'absorption, la distribution et l'élimination, correspondent des paramètres pharmacocinétiques qui sont spécifiques donc d'un principe actif donné. Et donc, il faut bien que vous corréliez ces paramètres pharmacocinétiques à une étape donnée. Nous allons donc débuter par l'absorption d'un médicament. On prend toujours l'exemple de l'administration par voie orale. Un médicament, lorsqu'il est administré par voie orale, donc il est avalé par le patient, il tombe dans l'estomac. Il faut que le principe actif soit libéré à partir de la forme galénique dans laquelle il est contenu, d'accord ? Ce n'est pas un comprimé qui va être absorbé, c'est bien le principe actif. Donc il faut qu'il y ait libération du principe actif à partir de la forme galénique. Vous connaissez tous de nombreuses formes galéniques utilisées pour la voie orale, les comprimés, les gélules, les sirops, les suspensions buvables. Et donc, une fois ce principe libéré dans la lumière du tube digestif, il pourra être résorbé, ce qui correspond à son passage au travers de la muqueuse intestinale ou gastrique. Il existe des médicaments qui sont résorbés au niveau de l'estomac. Première étape de l'absorption. Et puis, une fois que ce médicament franchit la muqueuse gastro-intestinale, il est drainé et le réseau veineux qui draine le médicament aboutit dans la veine porte et donc le médicament, le principe actif est acheminé jusqu'au foie. Ensuite, via la veine cave inférieure, il arrive jusqu'au cœur droit. Le sang veineux sera ensuite oxygéné dans la circulation pulmonaire. Et seulement à partir de ce moment-là, le principe actif se retrouvera dans le sang artériel, dans lequel il sera distribué. Donc jusque-là, nous sommes sur l'étape de l'absorption. Dans l'absorption, 2 grands phénomènes. Donc le phénomène de résorption, qui correspond vraiment au franchissement de la muqueuse gastro-intestinale, et l'effet de premier passage, qui correspond à la perte de médicaments entre le moment où il est résorbé et le moment où il va être distribué. Je vais détailler donc avec vous ces 2 phénomènes. Tout d'abord, la résorption. Donc la résorption, au travers de la muqueuse gastro-intestinale, elle peut se faire par plusieurs phénomènes. Des phénomènes de diffusion passive, donc le médicament franchit la membrane cellulaire de façon passive, de façon facilitée via des transporteurs protéiques ou par des mécanismes de transport actifs
qui vont nécessiter de l'énergie. Nous allons débuter par la diffusion passive. Donc la diffusion passive d'un principe actif au travers des cellules et de la membrane cellulaire, elle est régie par la loi de Fick, qui définit de façon générale et qui n'est pas restreinte à la pharmacocinétique, la vitesse de diffusion dans un milieu binaire d'une molécule. Elle va dépendre de trois éléments principaux. Les premiers éléments qui dépendent des caractéristiques de la molécule, son coefficient de diffusion et son coefficient de partage. Le premier va dépendre notamment de sa taille, tandis que le second va davantage dépendre de ses caractéristiques physico-chimiques et notamment de son hydrosolubilité ou de sa liposolubilité. Sa vitesse de diffusion, elle va également dépendre de la concentration de part et d'autre de la membrane. Plus il y a un différentiel de concentration important, plus le gradient est important, plus la vitesse de diffusion sera importante. Et bien entendu, la vitesse va également être régie par l'épithélium gastrique ou l'épithélium intestinal. C'est pourquoi la nature nous a doté de nombreuses villosités intestinales qui accroissent la surface d'échange et permettent d'accélérer la vitesse de diffusion. Donc, pour qu'une molécule traverse bien la barrière digestive, par diffusion passive bien entendu, il faut qu'elle ait plusieurs caractéristiques. Il faut qu'elle soit petite, bien dissoute, liposoluble bien entendu. On est quand même sur une membrane de nature lipidique, donc non ionisée, non chargée. Et si possible, donnée quand le débit intestinal est élevé. Pourquoi ? Eh bien parce que ça va permettre d'accroître le gradient de concentration. Alors, si on prend un exemple de phénomènes qui vont influencer la résorption, eh bien, nous avons dit qu'il faut que la molécule se retrouve à un état non ionisé. Donc, pour un acide faible ou une base faible, ceci va dépendre de deux éléments, le pKa de la molécule et le pH du milieu dans lequel elle se trouve. Si on prend l'exemple d'une molécule que vous connaissez bien, qui est l'acide acétylsalicylique, l'aspirine, eh bien, quand le pH est faible, elle est davantage sous forme non ionisée, tandis que quand le pH est élevé, elle est plus fortement ionisée. Le pH augmentant tout au long du tube digestif, on en déduira que cette molécule est essentiellement résorbée par diffusion passive au niveau de l'estomac, forme non ionisée. Deuxième mécanisme qui est la diffusion facilitée, le transport facilité par des transporteurs. Ce transport se fait dans le sens du gradient de concentration, peut se faire très rapidement, de façon beaucoup plus sélective que la diffusion passive, et ne requiert pas d'énergie. Enfin, le transport actif, énergie dépendant, va se faire par des transporteurs tels que les transporteurs ABC, ATP binding cassette, et celui-ci a une caractéristique qui est qu'en fait, il est énergie dépendant, mais il peut se faire contre le sens du gradient de concentration. Et ces mécanismes sont bien entendu saturables. Donc si je résume, qu'est-ce qui va influencer la résorption d'un principe actif ? Eh bien, pour être résorbée par diffusion passive, une molécule, elle doit se retrouver sous forme non ionisée. Ça va dépendre du pH du milieu et de l'état d'ionisation. Il va falloir que notre molécule soit bien dissoute. La vitesse de vidange gastrique va pouvoir influencer la vitesse de résorption intestinale d'un médicament, bien entendu,
plus la vidange gastrique se fait rapidement, plus rapidement le médicament se retrouvera dans le tube digestif, dans l'intestin, et plus rapidement il pourra être résorbé. Ça va dépendre du débit sanguin intestinal, différentiel de concentration, et ça va pouvoir être impacté par l'alimentation. D'une part, les repas riches en graisse vont modifier la vitesse de vidange gastrique à la baisse. Et puis, en fonction de la nature du principe actif, eh bien, l'alimentation va pouvoir influer sur sa dissolution. Des médicaments ou des aliments co-administrés vont pouvoir se complexer avec le médicament, par exemple, ou interagir de façon plus générale et limiter sa résorption. Et les états pathologiques peuvent également influencer la résorption d'un médicament pour différentes raisons. Ça peut être pour des modifications de débit sanguin, mais ça peut être aussi pour des raisons d'altération de l'épithélium qui vont altérer donc, la résorption des médicaments. Prenons l'exemple d'un risque d'interaction. La morphine, qui est un substrat d'un transporteur actif, la P-glycoprotéine, la PGP, transporteur particulièrement important parce qu'il est impliqué dans le transport de très nombreux médicaments, eh bien, si on co-administre de la morphine avec de la quinidine, d'accord, qui est un inhibiteur de la PGP, eh bien, cette PGP qui est un transporteur énergie dépendant des flux, d'accord, donc qui va rejeter le principe actif dans la lumière intestinale, eh bien, si vous l'inhibez, vous allez avoir une augmentation des concentrations de morphine en présence de quinidine. Avec, si cette interaction n'a pas été anticipée, un risque de surdosage. J'en viens maintenant à l'effet de premier passage. Alors, cet effet de premier passage, il se définit comme la perte de principe actif par métabolisme, donc par biotransformation, avant que ce principe actif ne se retrouve dans la circulation sanguine, avant qu'il ne soit dans le sang artériel, avant qu'il ne soit distribué vers les tissus cibles. Quels vont être les tissus ou les organes qui pourront être à l'origine d'un effet de premier passage ? Eh bien, ce sont les organes et les tissus par lesquels le médicament va transiter avant d'être distribué. Donc, il pourra y avoir un effet des intestins sur le médicament. Dans les cellules épithéliales, eh bien, il peut y avoir des enzymes qui vont avoir un effet, qui vont transformer le médicament. Bien entendu, le foie, qui est l'organe majeur de la biotransformation, et éventuellement au niveau pulmonaire, puisque le médicament passe par la circulation pulmonaire avant d'être distribué. Donc dans le cas d'une administration par voie orale, ce sera ces trois organes qui pourront être à l'origine d'un effet de premier passage. Alors, donc, quels sont les phénomènes, les mécanismes impliqués ? Eh bien, il s'agit d'une transformation du métabolisme d'un médicament par des enzymes qui sont localisées dans ces tissus. Donc là, je ne vous apprends rien. Vous avez une enzyme, vous avez un substrat, qui en l'occurrence est notre médicament, et donc ces enzymes vont produire, transformer le médicament en métabolites. OK ? Alors, si on s'intéresse à d'autres voies d'administration, c'est particulièrement important. Eh bien, l'effet de premier passage va changer, les tissus et les organes impliqués dans l'effet de premier passage vont changer en fonction de la voie d'administration. Par exemple, donc, la voie orale, on a parlé de l'intestin, du foie et des poumons. Par voie nasale, lorsqu'un médicament est administré par voie nasale, eh bien, il est rapidement résorbé dans la muqueuse nasale et drainé par le réseau capillaire qui se trouve dans cette muqueuse. Il va être acheminé par la veine cave supérieure au niveau du cœur droit, circulation pulmonaire et distribution. Donc il n'y a pas de passage par le foie,
lors de l'administration par voie nasale, et donc il n'y a pas d'effet de premier passage hépatique pour cette voie d'administration. L'effet de premier passage pulmonaire étant la plupart du temps négligeable, en fait, quand on administre un médicament par voie nasale, eh bien, l'effet de premier passage est souvent particulièrement faible. Par voie transcutanée, là je parle de médicaments pour lesquels l'objectif est une circulation, une distribution systémique, pas une action localisée au niveau de la peau, bien entendu. Donc ces médicaments administrés par crème ou par patch, qu'on appelle dispositif transdermique, eh bien, ils peuvent faire l'objet d'un premier passage au niveau cutané. La peau peut fortement biotransformer, métaboliser les médicaments. Et ensuite, au niveau pulmonaire également. Lors d'une administration par voie rectale, alors, il pourra y avoir un effet de la paroi du tube digestif au niveau rectal, et en fonction de la zone de résorption du principe actif, il pourra y avoir un effet du foie, puisque lorsque le médicament est drainé au niveau des plexus hémorroïdes supérieurs, eh bien, le médicament est ensuite drainé vers la veine porte et le foie, et donc ça rejoint le même schéma que pour des médicaments administrés par voie orale. Par contre, lorsqu'il est résorbé au niveau des plexus inférieurs et intermédiaires, il n'y a pas de passage hépatique. La voie intraveineuse, lorsqu'un médicament est administré par voie intraveineuse, il n'y a à nouveau pas de passage hépatique, et il y a uniquement un passage du sang veineux vers le sang artériel avec une circulation pulmonaire. La plupart du temps, encore une fois, cet effet de premier passage est considéré comme négligeable. Et donc, lorsqu'on administre un médicament par voie intraveineuse, on considère généralement qu'on chinte l'étape de l'absorption. Pour ce qui est de la voie respiratoire, c'est également un effet uniquement de premier passage pulmonaire. Un médicament administré par voie sous-cutanée, il n'y a pas de métabolisme cutané. Donc, encore une fois, uniquement un effet de premier passage pulmonaire. Les médicaments administrés par voie sublinguale sont rapidement drainés vers les deux grosses veines sublinguales, acheminés par la veine cave supérieure vers le cœur droit, circulation pulmonaire et distribution. Donc à nouveau, on chinte l'effet de premier passage hépatique et on a en général une distribution systémique qui est rapide. La voie intramusculaire, enfin, ne présente pas non plus d'effet de premier passage hépatique, mais uniquement un effet de premier passage pulmonaire. La voie intra-artérielle, qui est quand même peu fréquente, est la voie de référence, bien entendu. Et donc, on a dit que le médicament était distribué à partir du moment où il se retrouvait dans la circulation artérielle. Donc, bien entendu, il n'y a pas d'effet de premier passage et il n'y a absolument pas d'absorption d'un médicament administré par voie intra-artérielle. Alors, quelles sont les enzymes qui peuvent être responsables des effets de premier passage ? Eh bien, il y a 3 grandes phases qui peuvent être identifiées lors des phénomènes de métabolisme. La première phase est une phase dite de fonctionnalisation, durant laquelle un groupement hydroxyle sera généralement greffé sur le médicament, et ce groupement va permettre ensuite de conjuguer le produit ainsi formé à des molécules telles que, par exemple, l'acide glucuronique, c'est ce qu'on appelle la glucuronoconjugaison. Il pourra ensuite y avoir, lors de la phase 3, transport des métabolites ainsi formés pour qu'ils soient éliminés. Éliminés soit dans les voies hépatobiliaires, avec un métabolite qui se retrouvera du coup dans les selles, ou bien élimination vers la circulation sanguine, avec potentiellement derrière une élimination rénale. Alors, si on détaille un petit peu les enzymes impliquées, dans les réactions d'oxydation, s'il y a une superfamille à retenir, ce sont les cytochromes P450
qui sont très 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 largement impliqués dans le métabolisme des médicaments. Ce ne sont pas les seuls, il y en a d'autres qui sont à l'origine de réactions de réduction, les flavoprotéines par exemple, et d'autres types d'enzymes, estérase, amylase, qui sont impliqués dans des réactions d'hydrolyse. Dans les enzymes de phase 2, il y a les enzymes qui sont à l'origine de glucuronoconjugaisons, c'est ce que je vous ai indiqué. Il y a d'autres types de réactions, sulfoconjugaisons, glycylconjugaisons, ajout d'un groupement glycine. Les glutations transférases également, réaction d'acétylation, voire de méthylation. Ce qu'on observe le plus fréquemment, ça reste les glucuronoconjugaisons et les sulfoconjugaisons. Alors, est-ce que ce mécanisme est systématiquement défavorable? Eh bien, la réponse est non. L'effet de premier passage aboutit, certes, à la perte de principe actif. Mais il y a deux situations dans lesquelles cet effet de premier passage n'est pas forcément défavorable. La première, c'est si le métabolite ainsi formé est actif lui aussi. Et dans certaines situations, il peut être plus actif. La deuxième situation, c'est dans les situations d'administration de promédicaments ou de prodrogues. Dans ce cas-là, ce n'est pas le principe actif qui est administré au patient, c'est un médicament précurseur, un promédicament, ce qu'on appelle également fréquemment prodrogue. Alors pas drogue dans le sens substance stupéfiante, drogue dans le sens anglais, drug, donc médicament. Et donc, dans le cas d'un promédicament, il faudra cet effet de premier passage pour que le médicament soit transformé en un principe actif. C'est le cas, par exemple, de la codéine. La codéine, elle est métabolisée en morphine. D'accord ? Donc, le principe actif, c'est la morphine dans le cas-là. Alors, pourquoi administrer des promédicaments ? Eh bien, dans certaines situations, si on administre le principe actif sous sa forme de principe actif, eh bien, par exemple, il pourra être transformé, métabolisé au niveau intestinal ou hépatique avant même qu'il soit distribué. Ça, c'est l'exemple, par exemple, de l'aciclovir, qui est un antiviral, qui présente une très mauvaise absorption et qui, du coup, est administré sous forme de valaciclovir avec une bien meilleure absorption pour que le principe actif distribué, finalement, soit l'aciclovir. Alors, au début de ce cours, je vous ai parlé des 4 grandes étapes et je vous ai dit que pour l'absorption, la distribution et l'élimination, il faudrait bien identifier les paramètres pharmacocinétiques qui les caractérisent. Pour l'absorption, le paramètre pharmacocinétique, eh bien, c'est la biodisponibilité. Quelle est la définition de la biodisponibilité ? Biodisponibilité absolue, ça va être la quantité, c'est souvent exprimé en termes de pourcentage, de principe actif qui parvient à son site d'action et la vitesse à laquelle il y arrive. Donc bien entendu, c'est difficile d'aller mesurer la quantité de principe actif sur le site d'action dans un tissu. Donc en général, on se réfère à un dosage plasmatique du produit dans le sang veineux. OK ? Donc c'est la proportion de principe actif qui va pouvoir être distribuée. Donc par exemple, si je veux connaître la biodisponibilité d'un médicament administré par voie orale, eh bien, je vais mesurer les concentrations plasmatiques en fonction du temps. Je vais pouvoir déterminer l'air sous la courbe et je vais la comparer à l'air obtenu lorsque le médicament est administré sous forme intraveineuse, sachant que je vous ai dit tout à l'heure qu'on considère généralement que lorsqu'il y a administration par voie intraveineuse, on chinte l'étape de l'absorption. D'accord ? Donc je vois bien là, ce calcul me permet bien de calculer la proportion de principe actif
par rapport à la quantité administrée initialement qui va pouvoir être distribuée. Alors, on parle des fois de biodisponibilité relative. Il s'agit de la quantité de médicaments qui, après administration, atteint la circulation générale lorsque le même produit est administré à un même sujet sous plusieurs formes différentes. Donc, ce qui veut dire, finalement, qu'en fait, on compare plusieurs voies d'administration entre elles. Dans la biodisponibilité absolue, on se réfère à l'air obtenu lorsque le médicament est administré par voie intraveineuse. On considère que cet AUC correspond à 100%, une biodisponibilité de 100%. Eh bien, une biodisponibilité relative sera, par exemple, la comparaison de l'AUC du médicament administré par voie orale par rapport à l'AUC d'un médicament administré par voie sous-cutanée. D'accord ? Donc là, on est bien sur un phénomène relatif. Donc si j'illustre mon propos sur la biodisponibilité, vous avez ici l'exemple d'un principe actif administré dans une quantité définie. Étape d'absorption, deux phénomènes, la résorption, l'effet de premier passage. Lors de la résorption, la totalité du principe actif peut ne pas être résorbée. Une partie peut directement se retrouver dans les selles. Là, je perds une très faible proportion de mon principe actif et il y a une grande proportion de ce principe actif qui va être résorbé. Effet de premier passage, vous voyez qu'à nouveau, il y a un très faible effet de premier passage. Et donc, par rapport à la quantité administrée initialement, j'ai une très forte proportion du principe actif qui est distribué dans les tissus. On avoisinerait les 90% par exemple. Il y a des médicaments qui ont des biodisponibilités qui avoisinent les 100%. Hein ? Par contre, si je suis en présence d'un médicament qui présente une faible biodisponibilité, vous avez ici une quantité administrée. Lors de l'étape de la résorption, eh bien, il y a déjà une forte proportion qui n'est pas résorbée, qui se retrouve dans les selles par exemple. Et puis, un fort effet de premier passage avec une transformation donc, de mon médicament avant même qu'il ne puisse être distribué. Et donc, vous voyez ici que je suis en présence d'un phénomène de faible biodisponibilité puisque la proportion de principes actifs distribués dans les tissus par rapport à la quantité administrée initialement est très faible. OK ? Alors, est-ce que mauvaise biodisponibilité, ça veut systématiquement dire faible efficacité ? Eh bien non. Pourquoi ? Eh bien, dans le cas du propranolol, c'est un médicament, donc un bêta-bloquant, indiqué par exemple dans l'hypertension, dans la prise en charge de la migraine. Eh bien, le propranolol présente une faible biodisponibilité. La proportion de propranolol qu'on retrouve dans le sang après administration par voie orale, elle représente 30% de ce qui a été administré, certes, mais ce propranolol qui fait l'objet d'un effet de premier passage important, eh bien, il est métabolisé en un métabolite actif qui est le 4-hydroxypropranolol et qui est tout aussi actif que le propranolol. Donc, globalement, il n'y a pas trop de problème. Si on prend l'exemple du verapamil, eh bien, il a une faible biodisponibilité, 15%. OK. Eh bien, quand on l'administre par voie orale, on va administrer simplement des doses beaucoup plus importantes que si on l'administrait par voie intraveineuse. Et puis, dans le cas des promédicaments, donc qui sont des précurseurs du principe actif, eh bien, la biodisponibilité, elle est nulle, d'accord, puisqu'en fait, la proportion de la molécule qui est administrée, qui va être distribuée, eh bien, elle est quasiment nulle, puisque cette molécule va être transformée en un métabolite qui est finalement le principe actif. Donc on cherche à ce que le précurseur soit transformé. Par contre, qui dit faible biodisponibilité, dit en général plus grande variabilité pharmacocinétique.
Pourquoi? Parce que ça fait intervenir des phénomènes de métabolisme, de transformation, devant lesquels tous les individus ne sont pas égaux, et on peut même retrouver chez le même individu des fortes variabilités en fonction de son état pathologique, en fonction de son âge, du moment de la journée, etc. C'est ce qu'on appelle la variabilité intra-individuelle, quand cette variabilité survient chez le même individu, ou inter-individuelle, quand on a une variabilité d'un individu à l'autre. Enfin, pour finir un petit peu sur ces notions d'absorption, eh bien, il faut que vous ayez en tête la notion de bioéquivalence. Qu'est-ce que c'est la bioéquivalence entre deux formes galéniques? Eh bien, on considère que la bioéquivalence, c'est quand deux principes actifs administrés à la même posologie vont produire des effets identiques en durée et en intensité. En pratique, on considère que si on a exactement la même quantité de principes actifs administrés dans chaque forme galénique, on peut considérer qu'elles sont bioéquivalentes lorsque leur biodisponibilité est identique. Donc ça veut dire même AUC, même vitesse d'absorption. D'accord? On a exactement le même principe actif qui est administré, et on a exactement les mêmes aires sous courbe, et c'est absorbé exactement à la même vitesse. Et c'est comme ça que les spécialités génériques obtiennent leur autorisation. Et c'est comme ça aussi que quand un laboratoire veut modifier un excipient ou ne serait-ce que changer de lieu de fabrication du médicament, eh bien, il est obligé de mener des études de bioéquivalence. Donc on va essentiellement s'intéresser aux AUC, à la Cmax et à la vitesse d'absorption, en acceptant des variations d'environ 3%. J'en viens maintenant à la distribution. Donc, une fois que le principe actif se retrouve dans le sang artériel, donc il est dans le plasma, dans le sang artériel, il peut se retrouver sous forme libre ou sous forme liée à un transporteur. OK. Eh bien, pour que ce médicament, ce principe actif, soit distribué jusque dans le tissu, il faut qu'il soit sous forme libre. Dans ce tissu, il va pouvoir se lier, quand c'est le tissu cible, à son récepteur pour exercer son effet thérapeutique. Mais ce médicament peut également retourner, être libéré à partir du tissu à nouveau dans le plasma. Il peut être stocké dans différents tissus, le tissu adipeux, le tissu osseux, d'accord, qui peuvent être des lieux de stockage significatifs du principe actif, avec des phénomènes de rémanence, notamment lorsqu'on a des molécules très lipophiles et qu'on a par exemple une perte pondérale très subite. Il peut aller se fixer à divers types de protéines dans l'organisme, et puis, bien entendu, une fois distribué dans le sang artériel, notre médicament peut être acheminé vers le foie, qui bien entendu est irrigué par le sang artériel, et du coup, il peut faire l'objet d'un métabolisme à nouveau. Et ces métabolites peuvent être soit éliminés, soit libérés dans la circulation. Donc, lorsqu'il est distribué, le médicament, il peut être distribué sous forme non liée, sous forme fixée aux éléments figurés du sang, notamment les globules rouges. On retiendra l'exemple du lithium, qui est fortement lié aux globules rouges et qui, lorsqu'on veut le doser, eh bien, il faut faire des prélèvements sur sang total, parce qu'en fait, si vous dosez le lithium dans le plasma, vous loupez toute une partie du principe actif. Le lithium étant un médicament à marge thérapeutique relativement étroite, c'est un médicament indiqué dans les troubles bipolaires, donc c'est un médicament régulateur de l'humeur. Et puis, phénomène très important, les médicaments peuvent être liés aux protéines plasmatiques. L'albumine constituant la plus forte proportion de protéines plasmatiques, c'est évidemment elle qui va jouer le rôle le plus important, mais les médicaments peuvent aller se lier à d'autres protéines, orosomucoïdes, lipoprotéines ou autres protéines de transport plus spécifiques. Donc un médicament va d'autant bien diffuser dans les tissus que sa liaison aux protéines plasmatiques
elle est faible, qu'il a une forte affinité pour les protéines tissulaires, qu'il est liposoluble, et bien entendu, quand un organe est bien irrigué, le médicament est plus facilement distribué dans l'organe en question. Attention, cette liaison aux protéines plasmatiques des médicaments, elle peut être source d'interactions médicamenteuses, puisqu'un médicament très fortement lié aux protéines plasmatiques, si vous co-administrez un autre médicament fortement lié aux protéines plasmatiques, eh bien, il peut y avoir compétition. Si je prends l'exemple d'un médicament A qui est lié à 99%, ça veut dire que sa forme libre, elle est de 1%, d'accord, de la quantité administrée. Donc si j'administre un autre médicament qui vient rentrer en compétition sur la liaison aux protéines plasmatiques, si sur les 99%, je n'ai qu'1% du médicament qui va se retrouver sous forme libre, eh bien, je passe d'une proportion non liée de 1% à 2%. Sauf que ces 1% de forme non liée, c'est les 1% qui sont à l'origine de l'effet thérapeutique. Donc si je passe à 2%, ça veut dire qu'en fait, je double les concentrations plasmatiques de médicaments à l'origine d'effets thérapeutiques, et donc je risque un surdosage. Par contre, si j'ai un médicament qui est faiblement lié aux protéines plasmatiques, 50 à 49%, eh bien, une compétition sur la liaison aux protéines plasmatiques ne va entraîner que peu d'effets sans impact clinique significatif. Donc ce risque majeur, il est important pour certaines molécules, d'accord, ce n'est pas une interaction très fréquente, et la classe médicamenteuse qui est potentiellement impactée par ce risque d'interaction, ce sont des anticoagulants, les antivitamines K, qui, lorsqu'ils sont co-administrés avec des anti-inflammatoires, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, eh bien, peuvent entraîner un surdosage. À l'origine, donc, excès d'anticoagulants, risque d'hémorragie. Premier paramètre pharmacocinétique, donc premier paramètre, c'était la liaison aux protéines plasmatiques. Second paramètre pharmacocinétique, le volume de distribution. Donc le volume de distribution, c'est le volume théorique dans lequel le médicament devrait se répartir pour être à la même concentration que celle du plasma. Donc globalement, pour estimer le volume de distribution, on va diviser la quantité de médicaments administrés par rapport aux concentrations plasmatiques mesurées à l'état d'équilibre. Donc si ce volume de distribution, il est de l'ordre de 5 litres, eh bien on est environ sur des volumes similaires au volume sanguin, et donc on pourra considérer que le médicament persiste essentiellement dans le compartiment vasculaire. Si ce volume de distribution, il est très élevé, ça veut dire quoi? Volume de distribution très élevé, ça veut dire concentration plasmatique très faible par rapport aux quantités administrées. Et donc, si le médicament n'est pas dans le sang, ça veut dire qu'il a été bien distribué dans les tissus ou qu'on n'a pas mesuré le médicament qui est lié aux protéines plasmatiques. Donc, deux éléments à prendre en compte. Si le volume de distribution avoisine les 5 litres, le médicament persiste essentiellement dans le sang. Si le volume de distribution est élevé, on peut se poser deux questions. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas mesuré les concentrations de médicaments qui étaient sur les protéines? Ou bien, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que le médicament a une forte diffusion tissulaire. Alors, il peut y avoir des variations physiologiques importante de ce volume de distribution, puisque en fonction de l'âge de la vie, la répartition de l'eau dans l'organisme n'est pas la même entre les compartiments interstitiels, intracellulaires, vasculaires, etc. Et donc, il va y avoir des volumes apparents de distribution qui vont être très variables entre le nouveau-né, le sujet âgé, la femme enceinte, qui a une augmentation du volume plasmatique, de l'eau extracellulaire et des débits sanguins. Et bien entendu, la corpulence va pouvoir impacter le volume de distribution. Si on a une
masse grasse importante pour une molécule fortement liposoluble, eh bien celle-ci sera fortement distribuée dans les tissus adipeux. Et donc dans ce cas-là, attention au phénomène de rémanence lorsque le traitement est arrêté, s'il y a un régime drastique qui est initié par le patient. J'en viens maintenant au métabolisme. Alors le métabolisme, c'est l'élimination du principe actif après qu'il ait été transformé par voie enzymatique, essentiellement dans le foie. Le foie, c'est vraiment l'organe privilégié du métabolisme. Pourquoi ? Parce qu'il est d'une part fortement vascularisé, et d'autre part parce qu'en fait, il a un équipement enzymatique qui est particulièrement important et qui est le plus important de l'organisme. Donc son objectif, à lui, ça va être de transformer les molécules liposolubles en molécules polaires, en métabolites, qui seront plus facilement éliminées. Et pour cela, eh bien, il va y avoir les fameuses phases qu'on a déjà vues un petit peu plus tôt dans le cours, si vous vous en souvenez bien. Phase 1, réaction de fonctionnalisation. Phase 2, réaction de conjugaison. Et phase 3, élimination. Donc on est exactement sur les mêmes phénomènes que ceux mis en jeu lors du premier passage. Sauf que quand je parle du métabolisme, là, le médicament a déjà été distribué et il revient par le sang artériel vers le foie. Il est distribué par le sang artériel vers le foie. Il peut y avoir d'autres organes qui sont à l'origine d'un métabolisme, les intestins, les reins, la peau, peut y avoir des phénomènes de transformation dans le sang, dans le placenta, dans le cœur, dans le cerveau, un petit peu partout. Mais l'organe par excellence du métabolisme, c'est le foie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les médicaments, ils peuvent atteindre le foie par deux mécanismes, soit par le système veineux, veine porte après absorption digestive, d'accord ? Donc c'est ce qui survient avant lors de l'effet de premier passage. Et lorsque les médicaments gagnent le foie par le système artériel, on est sur des phénomènes de métabolisme, avec derrière élimination urinaire ou biliaire du médicament. OK ? Lorsqu'on est sur l'effet de premier passage, il n'y a pas d'élimination à proprement parler, puisque le médicament n'a même pas encore été distribué. On est encore dans la phase de l'absorption. Donc c'est une façon consensuelle de scinder ces deux phénomènes, mais on est d'accord que sur les mécanismes enzymatiques mis en jeu, ce sont exactement les mêmes. Alors il y a des sources de variabilité. Variabilité individuelle qui va être liée aux conditions d'administration, par exemple, la voie, la forme galénique, la dose, les horaires de la prise, le rythme d'administration, liée à des interactions médicamenteuses, et je vais revenir dessus parce que c'est particulièrement important, des phénomènes d'induction enzymatique qui vont avoir pour effet d'augmenter la transformation et donc de diminuer l'activité des médicaments, et des phénomènes d'inhibition enzymatique, notamment des inhibitions compétitives, qui vont diminuer la transformation des médicaments et donc qui vont renforcer leurs effets en intensité et en durée. Et puis il y a le mode de vie qui peut entraîner des variabilités intra-individuelles. La prise d'alcool, par exemple, impacte le métabolisme des xénobiotiques, le tabac, l'alimentation, le stress. Il peut y avoir des sources de variabilité inter-individuelles liées à l'état physiologique du sujet, le sexe, l'âge, la grossesse. Des facteurs génétiques. Alors je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ce phénomène parce que vous avez un cours dédié à ces phénomènes, mais des polymorphismes peuvent entraîner des variabilités interindividuelles puisque nous n'avons pas tous, entre guillemets, le même équipement enzymatique. Et donc l'état pathologique peut également entraîner des variations. Alors simplement, dans les enzymes responsables du métabolisme, je vous ai dit que la superfamille du cytochrome P450 était particulièrement importante. Pourquoi superfamille ? Parce que dans le cytochrome P450, vous avez les CYP de la famille 1, 2, 3, des sous-familles A, B, C, D, E et encore différents gènes. Ce qui donne plein d'isoformes différentes. Le CYP3A4, par exemple, CYP3A5, CYP2D6,
Les 3 que je viens de citer sont particulièrement importants dans le métabolisme des médicaments. Et donc, en fonction du polymorphisme génétique, il pourra y avoir des sujets qui sont métaboliseurs lents, des sujets métaboliseurs rapides et des sujets métaboliseurs ultra rapides, ce qui veut dire que nous ne sommes pas tous identiques devant ces phénomènes. Donc, dans un phénomène d'induction enzymatique, qu'est-ce qui va se passer ? C'est un mécanisme retardé qui est mis en place. Pourquoi retardé ? Parce qu'en fait, l'inducteur vient généralement se fixer un récepteur nucléaire qui va activer un processus transcriptionnel qui va aboutir à la transcription des gènes cibles qui codent pour les enzymes. Donc il va falloir augmenter l'expression des enzymes impliquées, ce qui veut dire qu'en fait, il y a un délai pour que le phénomène d'induction survienne. Donc quand on associe un médicament inducteur avec un médicament substrat d'une enzyme, eh bien, il faut plusieurs jours pour que l'effet survienne. Et lorsqu'on enlève le médicament qui est source d'interaction, eh bien, il faut plusieurs jours pour que l'effet de l'interaction s'estompe. On pourra prendre par exemple l'exemple du millepertuis, parce que les interactions, ce n'est pas que entre les médicaments, il peut y avoir des aliments, il peut y avoir des molécules de phytothérapie qui sont à l'origine d'interactions. Et donc on a ici l'exemple du millepertuis qui diminue de façon importante les concentrations d'une benzodiazépine qui est l'alprazolam. Autre exemple, la quétiapine, dont la concentration est fortement diminuée en présence d'un inducteur enzymatique. Vous voyez, c'est quand même des phénomènes très significatifs. Enfin, l'inhibition enzymatique, donc elle, c'est un effet plutôt immédiat qui survient par inhibition compétitive et donc qui va aboutir à une augmentation des concentrations de principes actifs. Donc ici, toujours la quétiapine, un neuroleptique, en présence d'un inhibiteur enzymatique ce coup-ci. Et donc, vous voyez que les concentrations de quétiapine, elles augmentent. Donc, avec derrière un risque de surdosage si cet effet n'a pas été pris en compte. Alors, je vous invite à aller vous intéresser à ce type de table, en fait, qui répertorie pour de nombreux médicaments si ces médicaments sont inducteurs des cytochromes, si oui, de quel type de cytochrome ou s'ils sont substrats. Par exemple, vous avez ici la cyclosporine, un médicament à marche thérapeutique étroite, et donc on pourra aller voir quels sont les médicaments qui potentiellement vont diminuer ces concentrations sanguines ou les inhibiteurs qui vont renforcer son effet. J'en viens à l'élimination. Donc, l'élimination, elle peut se faire par voie rénale, par filtration glomérulaire, par sécrétion tubulaire. Donc, ce qui est éliminé par filtration glomérulaire, ce sont des molécules non fixées aux protéines plasmatiques. Et puis, l'élimination, elle peut se faire également par voie hépatobiliaire. Je l'ai déjà évoqué. Élimination respiratoire, elle est relativement anecdotique, mais elle survient avec certains principes actifs. L'alcool, par exemple, est éliminé en partie par voie respiratoire, puisque quand vous soufflez dans le ballon, on peut bien voir si vous avez surconsommé. Et puis, on peut retrouver les principes actifs ou leurs métabolites, d'ailleurs, dans divers milieux biologiques, mais ce ne sont généralement pas vraiment des voies d'élimination. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'élimination d'un principe actif ? Eh bien, c'est la clairance, d'accord, qui est le volume liquidien totalement débarrassé de la substance par unité de temps. Elle peut être influencée par des phénomènes donc, rénaux, d'accord, quand c'est une clairance rénale, hépatique, et donc la clairance totale cumule la clairance hépatique, rénale, voire d'autres organes, s'il y a une élimination significative par ces organes. Enfin, la demi-vie d'élimination, c'est le temps nécessaire pour que la concentration plasmatique d'un produit diminue de moitié. C'est un indicateur particulièrement important de la persistance d'un médicament dans l'organisme. C'est caractéristique du médicament et c'est indépendant de la voie d'administration et de la dose. D'accord ? On est sur la partie élimination, sauf dans des phénomènes vraiment de saturation. Et on considère qu'après cette demi-vie, le médicament est totalement éliminé
Pourquoi? Eh bien, une demi-vie, il reste 50% du principe actif, 2 demi-vies, 25%, 3 demi-vies, 12,5%, 4 demi-vies, 6%, 5, on est à moins de 3%, et au bout de 7 demi-vies, on est à moins de 1%. Ok, j'en viens à la marge thérapeutique. J'ai bientôt fini, n'ayez pas peur. Je vous vois en train de sauter sur vos chaises. Donc, la marge thérapeutique, c'est l'écart entre le seuil thérapeutique d'un médicament, donc concentration minimale en deçà de laquelle aucune activité n'est obtenue, et son seuil toxique. Quand on est au-dessus, on a des effets indésirables. Donc, si on a un médicament qui présente une forte variabilité pharmacocinétique, comme c'est le cas là, vous voyez, les concentrations varient en fonction du patient pour une dose unique administrée, eh bien, tout va bien. Si on a un médicament pour lequel la marge thérapeutique est étroite, mais qui présente une faible variabilité pharmacocinétique, tout va bien, encore une fois. Par contre, pour les médicaments qui présentent une forte variabilité pharmacocinétique et une marge thérapeutique étroite, eh bien, il va falloir faire un ajustement posologique très fin via, par exemple, le suivi thérapeutique et l'adaptation posologique. Donc ça veut dire qu'on va aller, par exemple, mesurer les concentrations résiduelles du médicament, estimer les aires sous courbe pour ajuster la posologie du traitement et retrouver des patients qui sont dans l'intervalle thérapeutique. En administration chronique, l'objectif, ça va être que l'état d'équilibre soit compris donc dans cet intervalle thérapeutique. Et donc, tous les éléments que nous venons de voir, ce sont les éléments qui vont impacter, par exemple, le choix de la posologie. Un médicament avec une demi-vie courte qui a des prises trop éloignées, eh bien, vous voyez que vous ne parvenez pas à obtenir les seuils thérapeutiques voulus. Administration trop fréquente, prise trop rapprochée, eh bien, vous avez des concentrations qui sont trop élevées. Et donc, il va falloir définir, en fonction de la demi-vie du médicament, les intervalles qui permettent d'obtenir l'état d'équilibre. On considère qu'un état d'équilibre, pour un médicament donné, il est obtenu après 5 à 7 demi-vies. Voilà, j'en ai fini.